Jeffrey Epstein qui embête le président américain Donald Trump depuis un bon moment déjà. Voilà que le numéro 2 du département de la justice a rencontré la fameuse Ghislaine Maxwell. Bonjour Luc. Oui, bonjour Alexandre. Écoute, on n'en a pas parlé cette semaine, donc faisons le point sur l'affaire Epstein. C'est c'est vraiment une tourmente et c'est un sujet dont Donald Trump ou un dossier dont Donald Trump ne peut pas se débarrasser. Et plus on avance dans le temps, plus il y a de petites vidéos, plus il y a de photographies qui circulent, qui sont pas incriminantes en soi, mais qui gardent le sujet dans l'actualité. Puis on sent la pression grimper sur les républicains au Congrès, à la Chambre des représentants, entre autres. Ça s'accompagne de sondages qui ne sont pas favorables à Donald Trump. Et dans les plus récents sondages, ce qui devrait inquiéter les républicains, M. Trump peut-être moins, parce que son nom ne devrait plus, en théorie, apparaître sur un bulletin de vote. Il a terminé, c'est son deuxième mandat. Mais écoute, on nous montre que les indépendants sont massivement contre Donald Trump, incluant dans certains swing states ou ce qu'on appelle des États pivots. Donc, il y a une mauvaise, il y a plein de victoires personnelles. Il y a des dossiers que M. Trump est parvenu à faire passer, accepter. Mais de l'autre côté, ça ne s'accompagne pas de résultats qui sont significatifs dans les sondages. Donc, j'ai hâte de voir ce que M. Blanche va faire avec ce témoignage, hein, parce qu'il s'est rendu, on dit qu'il a consacré sa journée entière hier à interroger Mme Maxwell, qui aurait, semble-t-il, d'après ce qui a circulé, répondu franchement, honnêtement à toutes les questions, assez que Todd Blanche y retourne aujourd'hui. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir une pause dans les dossiers Epstein. Ce que j'ai très hâte de voir, parce qu'on a dit qu'on allait produire éventuellement les informations qu'on a tirées de Mme Maxwell lorsque ce serait opportun. Ah, Donc, qu'est-ce ça qu'un c'est moment vague, hein? Ça opportun? c'est... Ben voilà, c'est juste assez vague. On est en train d'ailleurs de faire de beaucoup de gens des conspirationnistes ou des complotistes. C'est drôlement tentant de se laisser entraîner dans ce cycle-là parce qu'on maintient le suspense. On sait que Trump, son nom est mentionné à plusieurs reprises. C'est le ministère de la Justice qui le dit. Maintenant, il n'y a rien d'illégal. On n'en sait pas plus que ça, sauf ce qui circule d'anciennes entrevues de Donald Trump, souvent présentées hors contexte, mais des entrevues dans lesquelles tout ce que ça nous porte à penser, ben, c'est que son amitié avec Epstein était accompagnée de goûts particuliers communs, disons ça comme ça. Donc, ça colle à l'administration. Là. On a fini 2 semaines d'un cycle de nouvelles, d'informations, puis de discussions politiques qui ne tournent qu'autour des dossiers Epstein. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas, ni l'administration et moins les médias, de beaucoup d'autres sujets. Si on regarde ce qui se passe avec Israël et la Palestine, par exemple, ces jours-ci, si on regarde les cris d'alerte qui nous viennent et qui dénoncent la situation des civils en Palestine, en Occident, puis en Amérique du Nord, il y a relativement peu de gens qui en parlent en comparaison d'un dossier sur lequel on en sait encore trop peu, mais qui risque de plomber la présidence de Donald Trump. Est-ce qu'il pourrait l'agracier? Euh, Écoute, c'est pas si on voulait acheter son silence, hein, si on voulait, écoute, on est dans la spéculation, c'est très Hypothétiquement, là. important. Hypothétiquement, je ne vois pas ce qu'il gagne auprès de sa base partisane. Les élections se décident avec les indécis, les indépendants, et ce bloc très fort là, qui est derrière lui, qui ne le laisse jusqu'à maintenant jamais tomber. Donc, est-ce que ces gens-là vont se satisfaire maintenant du silence de Mme Maxwell? Euh, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les regagne, parce que c'est ce qu'on doit avoir à cœur chez les républicains. On a besoin d'une clientèle, on a besoin de ce noyau dur. C'est pour ça qu'on s'est rangé derrière Trump. Parfois à contre-cœur, mais hein, quand c'est payant au plan politique, on fait fi d'un certain nombre d'autres dossiers, puis on va dans ce sens-là pour gagner. Et si on met dans la balance indépendant, indécis, et qu'en plus on perd une partie du noyau dur de Trump, on coule, on perd. Donc, à moins que Mme Maxwell accepte de parler et qu'elle confie plus d'informations sur des adversaires de Donald Trump, on pourrait traîner Bill Clinton dans la boue, par exemple, parce que ses relations, ses liens avec Jeffrey Epstein sont également connus, documentés. Est-ce que c'est ça qu'on essaie de faire? Engranger un maximum d'informations pour dire, regardez, tout le monde est pareil dans ce dossier-là.
Je ne sais même pas si ça, c'est une bonne stratégie et si ça continue. Mais je répète, on est dans la spéculation. Et c'est là où je disais, des gens qui ne seraient pas naturellement complotistes ou conspirationnistes ne peuvent que laisser leur esprit s'emballer tellement, d'abord, le dossier est grave. Hein? On parle à peu près pas des victimes depuis le début de ce dossier-là, et on parle de jeunes femmes, on parle de trafic humain, hein, de trafic humain, puis pour satisfaire les besoins sexuels d'une clientèle qui est fortunée, d'après ce qu'on sait. De ça, on parle presque pas. Donc, est-ce que c'est assez la pédophilie, le trafic sexuel pour entraîner un candidat vers le bas? Il semble que oui. Mais qu'est-ce que Mme Maxwell peut dire en lien avec ça qui exonère Donald Trump et qui satisfasse la base de Donald Trump? Écoute, Donald Trump avait dit en drain the swamp, on va nettoyer le marécage. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose en dessous de ça dans le marécage. Là. On est rendu pas mal dans le fond, puis il ne me semble pas propre, le marécage en question. On a assisté hier, Luc, à une scène complètement fascinante. On connaît toute l'animosité, disons, entre le président américain Donald Trump et Jerome Powell, qui est à la tête de la Fed. Et bien là, le Donald a mis son casque de construction puis il est allé visiter le chantier, les travaux là, pour la réfection, justement, là, de la Banque centrale. Et là, c'était de voir la scène, Luc. Trump qui y va de toutes sortes d'affirmations, parle à travers son chapeau. Puis là, tu as M. Powell à côté qui est là, non. Non, c'est pas ça le coup. Non. Et là, il contredisait le président. C'est rien pour améliorer la relation entre les deux, hein? Non, puis il y a un certain nombre d'angles aussi qu'on peut couvrir là-dedans. Le premier, c'est, moi je me souviens de séries comme Veep, par exemple, ou tu sais, des séries où on se moquait un peu des jeux politiques, des jeux d'apparence, puis de l'appétit politique de candidats ou de candidates. Hier, je me disais, il n'y a personne qui serait allé aussi loin que ça avec un président américain en fiction. Et encore une fois, le président va plus loin que ce que des gens auraient même pas imaginé faire dans une fiction. Il y avait un objectif ou deux derrière ça pour Donald Trump. D'abord, c'est est-ce qu'on peut avoir meilleure télé-réalité que le président des États-Unis qui débarque à la Fed pour se faire contredire par le président de la Fed. Donc, c'est là où on est complètement ailleurs. Mais l'autre objectif, plus important, plus lourd de conséquences, c'est que là où il s'est fait remettre en question par Jerome Powell devant tout le monde, c'est que Trump a cité des chiffres, des dossiers, et il semblait être en train de vouloir prendre à défaut Jerome Powell, dans le sens, vous avez gaspillé l'argent des Américains. Et Powell a dit non, monsieur le Président, les chiffres que vous avancez, d'abord, c'est pas bon, et vous pensez à un autre dossier qui, lui, est terminé depuis longtemps déjà. Donc, n'importe quel autre président serait retourné gêné, humilié, pas Donald Trump. Son objectif, c'est de présenter Jerome Powell comme un incompétent et effectivement comme quelqu'un qui est mêlé à une forme de corruption, de gaspillage des fonds publics. Et ce qu'il y a derrière ça, c'est que c'est des motifs exacts pour lesquels, les seuls, on peut congédier le président de la Fed. Donc, normalement, le président n'a pas le pouvoir de faire ça, même s'il l'a menacé, même s'il le dit. D'ailleurs, Jerome Powell, information sortie fraîchement de ce matin, dit à son entourage qu'il va terminer son mandat. Son mandat, là, c'est quoi, autour de mai 2026, quelque chose comme ça. Donc, il a dit, je vais le terminer, mon mandat. Il ne dit pas ça publiquement, mais il ne veut pas jeter d'huile sur le feu dans un bras de fer avec le président américain. Mais carrément, hier, c'était aussi grossier que ça. C'est le président américain qui tente de faire la démonstration devant les journalistes, devant les caméras de télévision, que Powell doit s'en aller parce qu'il est incompétent ou qu'il est fourbe ou qu'il gaspille les fonds publics. Je pense qu'hier, M. Powell serait très à l'aise de fournir tous les chiffres nécessaires pour montrer à quel point c'était grossier comme attaque. Mais imagine, ça doit être intimidant. Jerome Powell en a vu d'autres, c'est un vétéran, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, mais l'homme qui est en train, en plus, d'obtenir plus de pouvoir que jamais à la présidence des États-Unis, se présente pour vous enquiquiner, vous enguirlander devant les caméras de télévision. Vous devez avoir deux sentiments. Ça se peut pas, c'est grossier et j'aurais eu bien d'autres choses à faire aujourd'hui. Luc, tout de suite, dans quelques instants, on va parler à Jacques Rougeau, une légende de la lutte, Oui, notamment. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs, 187 Cube Radio, si vous voulez nous envoyer votre souvenir d'enfance ou votre souvenir ben, avec Hulk Hogan, qui est décédé hier à l'âge de 71 ans. Qu'est-ce que tu retiens de cette icône américaine avec ses bons et ses moins bons côtés là, au fil des ans?
Écoute, si ça incite les gens à intervenir, moi, c'est Rocky 3. Ça nous démontrait le Hey. succès obtenu par Hulk Hogan. Donc, on l'avait choisi justement dans un rôle de lutteur pour affronter Sylvester Stallone. Je retiens, c'est comme il y aurait toute une chronique à faire sur les dérapages et les dérives de Hulk Hogan. Donc, il y a des choses qui sont beaucoup moins glorieuses. Il y a des invectives racistes, par exemple, pour lesquelles il a dû s'excuser. J'imagine que M. Rougeau, sans le connaître du tout, sans l'avoir jamais rencontré, va dire aussi à quel point, pour la lutte, ce géant-là a mis la lutte sur la carte, entre guillemets, pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump a récupéré Hulk Hogan et l'a fait venir dans une rencontre politique. C'était pour faire ressortir le fait que la lutte a longtemps été un sport sur lequel on a levé le nez. Un sport qu'on a parfois ridiculisé, puis on a dit c'est juste, mais avec l'étiquette la plus négative, là, c'est un sport populaire. Hein? C'est pas un vrai divertissement honorable. Avec Hulk Hogan, on en a fait, oui, beaucoup d'argent, là, une machine qui a explosé, qui est devenue très importante, mais on a fait de la lutte un divertissement grand public sur lequel on surfait d'autres lutteurs qu'on voit maintenant à l'écran. Dwayne Johnson est devenu un succès planétaire. On voit John Cena dans de plus en plus de films. Si ces gens-là sont capables de réussir aujourd'hui puis d'engranger pour leur bon service des sommes faramineuses, ils le doivent à Hulk Hogan. On a fait ça sur les épaules de Hulk Hogan et la lutte professionnelle est devenue quelque chose de beaucoup plus, en guillemets, acceptable pour tout le monde. Et je pense que c'est ça qu'on fait ressortir. C'est quelque chose de populaire, c'est de la culture populaire. Puis parfois, on présente les démocrates comme une élite hein, qui lève le nez justement sur le caractère populaire. Euh, je pense que ça, le message, on aurait dû le comprendre. La lutte, maintenant, il y a plein de gens qui regardent ça. Et c'est un bon mélange, je pense, de spectacle, on peut aimer ou pas, là, de spectacle et de capacité physique extraordinaire. S'il y a une chose, moi, qui m'a attiré vers la lutte, c'est pas le côté arrangé ou pas qui a été un débat pendant un certain temps et qui a impliqué Hulk Hogan d'ailleurs, c'est qu'on a des athlètes qui sont dans une forme extraordinaire pour être en mesure de réussir un spectacle comme celui-là. Donc, c'est ce que je retiens un peu du décès de Hulk Hogan. Merci beaucoup, Luc. Salut. Une bonne journée.